Le prophète au manteau vert de John Buchan, partie 8, chapitre 19. Manteau vert. Tout occupé à déjeuner, Peter ne leva même pas la tête. « Je suis prêt, Dick, dit-il. Seulement, ne me demandez pas de devenir l'ami de Schthoum. Ce type-là me fait froid au ventre. » Pour la première fois, il ne m'appela pas Cornelius. Il ne nous convenait plus, ni aux uns ni aux autres, de jouer un rôle. « Il ne s'agit pas de devenir son ami, dis-je, mais de le rouler, lui et toute sa clique. »« Alors, j'en suis, déclara-t-il joyeusement. Que faut-il faire ?» Je déployai les cartes sur le divan. Pour toute lumière, nous n'avions que la torche électrique de Blankiron, car Ussine avait soufflé la lanterne. Peter se rendit vite compte de quoi il s'agissait, car il avait appris à bien connaître les cartes pendant son passage au service de renseignement au cours de la guerre boer. Je n'eus pas à insister pour lui faire comprendre l'importance de la carte dont je m'étais emparé. « Voilà des nouvelles qui valent des millions de livres, » déclara-t-il en fronçant les sourcils et en se grattant délicatement le bout de l'oreille gauche, selon son habitude lorsqu'il était surpris. « Comment les faire parvenir à nos amis ?» Peter réfléchit. « Il n'y a qu'un moyen. Il faut que quelqu'un les leur porte. Je me souviens que, pendant que nous combattions les Matabélés, il fut un jour nécessaire de nous assurer que le chef Makapan vivait toujours. D'aucuns le prétendaient mort, d'autres assuraient qu'il avait franchi la frontière portugaise. Moi, je soutenais qu'il était en vie. Aucun indigène n'était capable de nous renseigner et aucun messager ne pouvait pénétrer dans son kraal, tant il était bien gardé. Il fut donc nécessaire d'envoyer un homme. » Peter leva la tête et se mit à rire. L'homme en question découvrit le chef Makapan. Il était tout ce qu'il y a de plus vivant et, en l'occurrence, il se montra fort adroit à manier son fusil. Mais l'homme chassa le chef Makapan de son kraal et le livra à la police montée. Dick, vous rappelez-vous, Jim Harcoll, le capitaine Harcoll? Eh bien, cette aventure le fit tant rire que se rouvrit une blessure mal cicatrisée qu'il portait à la tête et on dut aller chercher le médecin. « Vous étiez l'homme, Peter ?» dis-je. « Ya, j'étais l'homme. Il existe plus de façons de pénétrer dans les kraals qu'il en existe pour empêcher les gens d'y entrer. »« Voulez-vous courir l'aventure ?»« Certes, Dick. Je m'ankylose à ne rien faire, et je m'en vais vieillir si je vis beaucoup plus longtemps sous un toit. Un homme m'a parié 5 livres sur le paquebot que je ne réussirais jamais à passer une ligne de tranchée, et je vous avoue que j'aurais relevé le pari s'il y avait eu une ligne de tranchée à proximité. Je serais très heureux, Dick, d'entreprendre ceci. Seulement, je n'ose affirmer que je réussirai, car je me trouve dans un pays inconnu et je puis être pressé. Et à la chasse, la hâte ne vaut rien. » Je lui montrai l'endroit, au milieu des éperons des monts Palantuken, dont l'accès me semblait le plus facile. Peter avait une méthode bien particulière d'agir. Il gratta un peu de terre et de plâtre dans un coin de la cave, il s'assit ensuite et se mit à modeler un plan du pays sur un coin de la table, suivant les contours de la carte. Il s'acquitta extraordinairement bien de ceci, car, comme tous les grands chasseurs, il était agile comme un tisserin. Il réfléchit longtemps et étudia la carte jusqu'à ce qu'il la sût par cœur. Puis il prit les lorgnettes d'approche qui faisaient partie du butin saisi dans l'auto de Rasta et annonça qu'il allait suivre mon exemple et monter sur le toit. Ses jambes disparurent bientôt par la trappe et Blankiron et moi fûmes laissés à nos réflexions. Peter dut faire quelques découvertes fort intéressantes de son poste d'observation, car il y demeura la meilleure partie de la journée. Ce fut bien monotone pour nous, car nous n'avions pas de lumière. Blankiron ne put même pas se consoler avec une réussite. Malgré ce contretemps, il était d'excellente humeur, car depuis notre départ de Constantinople, il n'avait plus souffert de sa dyspepsie et il m'annonça qu'il croyait vraiment venir à bout de son sacré duodénum. Quant à moi, j'étais fort énervé. Je ne concevais pas ce qui pouvait retenir ainsi Sandy. J'étais certain qu'on avait dû cacher notre présence à Hilda von Einem, puisqu'elle était amie de Schthoum. Je me demandais combien de temps cette discrétion durerait.
Nous étions maintenant dépourvus de toute protection. Rasta et les Turcs réclamaient nos têtes, de même que Stum et les Allemands. Et dès que la von Einem se rendrait compte que nous nous jouions d'elle, elle se montrerait encore plus féroce que tous les autres. Notre seul espoir était Sandy, et il ne donnait pas signe de vie. Je commençais à craindre que de son côté aussi, les choses n'allassent mal. Et pourtant, je n'étais pas vraiment déprimé, mais plutôt impatient. Il me serait impossible de supporter une nouvelle attente comme celle de notre séjour à Constantinople. Les canons m'entretenaient de bonne humeur. Le bombardement chauffa toute la journée, et la pensée que nos alliés tiraient à moins de 10 kilomètres de nous me remplissait d'un espoir dénué de tout fondement. S'ils parvenaient à rompre les lignes turques, Hilda von Einem, son prophète et tous nos ennemis seraient anéantis dans le déluge, et cette chance inespérée dépendait beaucoup de notre vieux Peter qui méditait sur les toits, tel un pigeon. Hussin ne revint que très tard dans l'après-midi. Il ne parut pas remarquer l'absence de Peter, mais alluma la lanterne qu'il posa sur la table. Il alla ensuite à la porte et attendit. Un pas léger retentit bientôt dans les escaliers et Hussin s'écarta pour laisser passer quelqu'un. Puis il partit aussitôt et j'entendis la clé tourner dans la serrure. Sandy était devant nous. Mais c'était un Sandy inconnu. Nous nous levâmes précipitamment. Les peaux de bête et la calotte de fourrure avaient disparu. Il portait maintenant une longue tunique de toile retenue à la taille par une large ceinture. Il était coiffé d'un étrange turban vert et lorsqu'il le repoussa en arrière, je vis qu'il était rasé de près. Il ressemblait à un acolyte très las, car il n'y avait plus de ressort dans sa marche, plus de vigueur dans son maintien. Il se laissa tomber sur le divan et serra sa tête dans ses deux mains. La lanterne révéla ses yeux hagards cernés de bistre. « Grand Dieu, avez-vous été malade ?» m'écriai-je. « Non, pas malade, » répondit-il d'une voix rauque. « Mon corps n'est pas souffrant, mais je vis en enfer depuis quelques jours. » Blenkiron hocha la tête d'un air de sympathie. C'était bien ainsi qu'il eût décrit la fréquentation de madame von Einem. Je me dirigeai vers Sandy et lui saisis les poignets. « Regardez-moi droit dans les yeux, » ordonnai-je. Ses yeux avaient le regard fixe et aveugle d'un somnambule. « Ciel, mais vous avez été drogué, mon ami !» m'écriai-je. « Drogué ?» répondit-il avec un air las. « Oui, j'ai été drogué, en effet, mais pas par des narcotiques. On n'a pas mélangé de potions à mes aliments. Mais on ne peut traverser l'enfer sans se brûler les yeux. » Je ne lui lâchai pas les poignets. « Racontez-nous tout, mon vieux, mais prenez votre temps. Voyons, nous sommes auprès de vous, Blenkiron et moi, et Peter est à 2 pas, sur le toit. »« Cela me fait du bien d'entendre votre voix, Dick, » dit-il. « Cela me rappelle des choses propres, honnêtes. Que vous retrouverez, n'en doutez pas. Nous sommes à la dernière étape. Encore un effort et notre tâche est finie. Voyons, dites-moi votre souci. S'agit-il de cette femme ?» Il frissonna. « Ça, une femme ?» s'écria-t-il. « Est-ce qu'une femme s'amuse à traîner un homme dans la boue ? Elle est démoniaque. Oh, elle n'est pas folle. Elle est aussi saine d'esprit que vous et aussi calme que Blenkiron. Toute sa vie n'est qu'un jeu d'échecs infernal. Mais elle se sert d'âme en guise de pion. Elle est mauvaise. Mauvaise. » Et de nouveau, il se serra la tête dans les mains. Blenkiron apporta un peu de bon sens dans cette atmosphère surchauffée. Sa voix lente et traînante était le meilleur antidote contre une attaque de nerfs. « Voyons, mon garçon, dit-il, je partage vos sentiments en ce qui concerne cette personne. Mais nous ne sommes pas chargés d'analyser son caractère. Son créateur se chargera bien de cela un jour ou l'autre. Il nous faut essayer de décider comment nous pouvons la combattre. Pour cela, il faut nous raconter exactement ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes séparés. » Sandy se ressaisit avec un grand effort. « Manteau Vert mourut le soir où je vous ai vu. Sur l'ordre de madame von Einem, nous l'enterrâmes secrètement dans le jardin de la villa. Puis il se produisit quelques ennuis au sujet de son successeur. Les 4 ministres refusèrent de participer à aucune malhonnêteté. C'étaient de braves gens qui déclarèrent que leur tâche était d'élever une tombe à leur maître et d'y prier pendant le reste de leur vie. Ils furent aussi inébranlables qu'une montagne de granit, et elle le savait. Alors,
Ils moururent à leur tour. « Assassinés » m'écriai-je. « Assassinés, tous les 4, le même matin. Je ne sais comment, mais j'aidais à les enterrer. Oh, elles chargeaient des Allemands et des Kurdes de ces vilaines besognes, mais leurs mains étaient propres comparées aux siennes. Plaignez-moi, Dick, car j'ai vu l'honnêteté et la vertu jetées au charnier, et j'ai favorisé cela dans une certaine mesure. Oh, cela me hantera jusqu'à ma mort. » Je ne m'attardai pas à le consoler, car j'étais tout absorbé par ces nouvelles. « Alors, si le prophète est mort, toute cette fumisterie est terminée » m'écriai-je. « Le prophète vit toujours. Elle lui a trouvé un successeur. » Il se dressa dans sa tunique de toile. « Pourquoi suis-je vêtu ainsi ? Parce que je suis manteau vert. Pour tout l'islam, je suis le Kaaba-i-Uriye. D'ici 3 jours, je me révélerai à mes fidèles et je porterai sur ma poitrine l'éphod vert du prophète. » Il eut un ricanement nerveux. « Seulement, voyez-vous, je me couperai la gorge auparavant. »« Patience, dit Blenkiron, doucement. Nous trouverons une meilleure solution. Il n'y a pas d'autre solution que la mort. Nous sommes tous fichus. Hussin est bien parvenu à vous arracher des griffes de Schthoum, mais vous êtes en danger à tout moment. Vous avez au plus 3 jours devant vous, et puis, vous aussi, vous serez mort. » Je ne trouvai pas de mots pour répondre, tant ce changement dans la téméraire Sandy me surprenait. « Elle a fait de moi son complice, » reprit-il. « J'aurais dû la tuer sur la tombe de ces hommes innocents. Au lieu de cela, j'ai accédé à tous ses désirs et j'ai participé à son jeu. Elle est très candide, vous savez. Elle ne se soucie pas plus d'Enfer que de la foi de l'islam. Elle s'en moque, mais ses rêves la consument, comme la dévotion consume un saint. Elle me les a racontés. C'est affreux à dire, mais je crois qu'elle s'est prise d'une sorte d'amitié pour moi. Nous allons réclamer l'Orient et je chevaucherai à ses côtés lorsqu'elle fera son entrée à Jérusalem, sur son cheval blanc. Et, par instant, je prends Dieu à témoin que ce n'est que par éclair que sa folie m'a gagné. » Sandy parut se ratatiner et sa voix se fit aiguë et farouche. Blenkiron n'y tint plus. Il se mit à blasphémer comme jamais cela n'avait dû lui arriver. « Que je sois damné si j'écoute davantage vos sacrées histoires, déclara-t-il. C'est indélicat. Voyons, Major, dépêchez-vous de faire entendre raison à votre ami. » Je commençais à comprendre ce qui s'était passé. Sandy était un homme de génie, mais il possédait précisément les défauts de ces âmes vibrantes et imaginatives. Il courait volontiers des risques plus que mortels, et aucune terreur ordinaire ne l'effrayait. Mais si sa vraie conscience était tout à coup affectée de strabisme, et s'il se trouvait dans une situation qui, à ses yeux, compromettait son honneur, il pouvait très bien devenir fou allié. La von Einem n'avait éveillé que de la haine chez Blenkiron et chez moi, mais elle savait se jouer de l'imagination de Sandy et provoquer en lui, pour un instant seulement et comme à regret, un écho. Après quoi, il éprouvait un remords amer et morbide, suivi d'un désespoir intense. Je n'y allais pas par 4 chemins. « Sandy, mon vieux, m'écriai-je, vous devriez remercier le ciel de retrouver vos amis qui vous empêcheront de faire l'imbécile. Vous m'avez sauvé la vie à Luce, et je m'en vais vous tirer d'affaire à mon tour. C'est moi, le chef, et malgré vos sacrés airs de prophète, il vous faudra bien m'obéir. Vous n'allez pas vous révéler à vos fidèles, et vous allez encore moins vous couper la gorge. Manteau Vert vengera l'assassinat de ses ministres et fera regretter à cette folle le jour où elle est née. Nous allons nous défiler, et d'ici 1 semaine, nous prendrons le thé avec le grand-duc Nicolas. » Je ne bluffais pas. Tout en cherchant encore les voies et les moyens, j'éprouvais une confiance aveugle dans notre réussite. Comme je parlais, 2 jambes glissèrent dans l'entrebâillement de la trappe et Peter apparut. Il était très poussiéreux et clignotait des yeux. Je lui pris les cartes des mains et les étendis sur la table. « D'abord, monsieur, dis-je à Sandy, il faut que vous sachiez que nous avons eu une chance étonnante. Grâce à notre petite promenade sur les toits d'Erzurum, la nuit dernière, j'ai pu pénétrer, par une grâce toute providentielle, dans la chambre de Schthoum, et je lui ai chippé sa carte d'état-major. Tenez, regardez. Voyez-vous ces annotations ? C'est là le point faible de la défense. Une fois que les Russes auront pris le fort de Karakobek, ils contourneront la position principale des Turcs, et ils peuvent très bien prendre ce fort.
Stum le sait. Les 2 collines avoisinantes ne sont pas défendues. Sur le papier, cela paraît la plus folle des entreprises, mais Stum sait qu'elle est au fond très possible. Seulement, voilà, les Russes le devineront-ils ? Tout est là. Moi, je soutiens qu'ils ne devineront rien du tout, à moins qu'on ne les prévienne. Il faut donc, coûte que nous leur fassions parvenir ces renseignements. L'intérêt de Sandy parut s'éveiller un peu. Il étudia la carte et se mit à mesurer les distances. Peter va tenter le coup. Il croit qu'il a des chances de traverser les lignes. S'il réussit, s'il parvient à remettre cette carte à l'état-major du grand-duc, alors Stum est flambé. D'ici 3 jours, les Cosaques galoperont dans Erzurum. « Quelles sont les chances ?» demanda Sandy. Je regardai Peter. « Nous sommes endurcis et pouvons envisager la vérité. Eh bien, à mon avis, les chances de succès sont de 5 contre 1. »« De 2 contre 1, rectifia Peter modestement. « Pas plus, mon vieux Dick. Je ne vous trouve pas juste envers moi. » Je regardais sa silhouette mince et musclée et son visage doux mais résolu, et je changeai d'avis. « Que je sois pendu si je pense qu'il ait aucune chance contre lui, m'écriai-je. Pour tout autre, ce serait un miracle, mais puisqu'il s'agit de Peter, je crois que les chances sont égales. »« 2 contre 1, insista Peter. Si elles étaient égales, l'aventure ne me tenterait pas. « Laissez-moi y aller, s'écria Sandy. Je parle le turc et puis passer pour un indigène. J'ai 1000 fois plus de chance que Peter. Pour l'amour de Dieu, Dick, laissez-moi aller. Pas vous, vous êtes utile ici. Si vous disparaissez, tout s'écroule trop tôt et nous serons tous 3 pendus, haut et court avant l'aube. Non, mon fils. Vous allez vous échapper. Mais Blencaron et moi vous accompagnerons. Il nous faut faire sauter toute cette comédie de manteau vert si haut que les morceaux n'en retombent jamais à terre. Dites-moi d'abord sur combien de compagnons vous pouvez compter. Sur tous les 6. Ils sont fort inquiets de ce qui s'est déjà passé. La von Einem m'a obligé à les interroger en sa présence. Ils sont tout disposés à m'accepter comme successeur de Manteau Vert. Seulement, ils ont des soupçons sur ce qui s'est passé à la villa, et ils n'aiment guère cette femme. Ils me suivraient à travers l'enfer si je le leur demandais, mais ils préféreraient de beaucoup que je fusse seul dans cette affaire. « Alors, ça va bien ?» m'écriai-je. « C'est le seul point au sujet duquel j'éprouvais quelques inquiétudes. Maintenant, regardez cette carte. Il s'en faut de beaucoup qu'Erzurum soit investi. Les Russes l'encerclent en une large demi-lune. Cela signifie que tout l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest sont ouverts et qu'aucune tranchée ne les protège. Il y a au nord et au sud des collines qui sont faciles à contourner, et une fois que nous y serons parvenus, rien ne nous séparera plus de nos amis. Voici la route à suivre. » Je l'indiquai sur la carte. « Si nous parvenons à décrire ce grand circuit vers l'ouest et à franchir ce défilé sans être observés, nous tomberons forcément le lendemain sur une colonne russe. L'étape sera dure, mais nous en avons déjà franchi d'aussi mauvaises. Cependant, il nous faut absolument des chevaux. Ne pouvons-nous pas, aidés de vos 6 chenapans, déguerpir dans l'obscurité sur les meilleures montures de cette ville ? Si c'est possible, nous gagnons la partie. » Sandy s'assit et réfléchit profondément. Dieu merci, il se préoccupait maintenant d'agir, et non d'analyser sa propre conscience. « Il faut que ce le soit, dit-il. Mais ce ne sera guère facile. Hussin est un fameux débrouillard. Mais vous savez bien, Dick, qu'il est difficile de trouver des chevaux sur la ligne de feu. Demain, il me faut observer je ne sais quelle espèce de jeune, et après-demain, cette femme va me seriner mon rôle. Il nous faudra donner du temps à Hussin. Plût à Dieu que nous puissions tenter l'aventure ce soir même. » Il demeura silencieux pour quelques instants et ajouta ensuite. « Je crois que la 3e nuit, la nuit de la révélation, sera le moment le plus propice pour tenter l'évasion. La von Einem sera bien obligée de me laisser seule cette nuit-là. »« Ça va, dis-je. Ce ne sera pas amusant d'attendre 3 jours dans ce sépulcre. Mais il faut garder notre sang-froid et ne pas risquer de tout compromettre par une trop grande hâte. D'ailleurs, si Peter réussit, les Turcs seront fort occupés après-demain. » La clé grinça dans la serrure et Hussin entra furtivement comme une ombre. C'était le signal du départ de Sandy. « Vous m'avez donné un renouveau de vie, dit-il. Maintenant, j'ai un plan et je saurai tenir bon. » Se dirigeant vers Peter, il lui saisit la main. « Bonne chance, dit-il. Vous êtes l'homme le plus brave que j'ai jamais rencontré, et pourtant, j'en ai vu beaucoup. » Puis il se détourna brusquement et sortit, suivi par l'exhortation de Blencaron.
Occupez-vous des quadrupèdes !» Nous nous mîmes à équiper Peter pour sa croisade, opération fort simple, car nous ne disposions pas de nombreux accessoires. Son costume, avec son épée par-dessus au col de fourrure, ressemblait à celui de l'officier turc ordinaire. Mais Peter n'avait aucune intention de passer pour un Turc, ni même de donner à quiconque l'occasion de le voir. Il se préoccupa plutôt de s'adapter au paysage. Il enleva donc le par-dessus et endossa mon jersey gris par-dessus sa veste. Puis il se coiffa d'un passe-montagne en laine de la même couleur. Il n'avait que faire de la carte, car il connaissait déjà la route par cœur. Il n'oubliait jamais ce qui était une fois gravé dans sa mémoire. Je lui remis le plan et le document de Schthoum. Il les cacha dans sa chemise. Je compris que la grande difficulté serait de parvenir jusqu'aux Russes sans être fusillé, en admettant qu'il réussit à franchir les tranchées turques. Son seul espoir était de tomber sur quelqu'un connaissant quelques mots d'anglais ou d'allemand. Il monta 2 fois jusqu'au toit et redescendit d'excellente humeur, car le temps avait l'air de se brouiller. Hussin apporta notre souper et Peter fit un petit paquet de provisions. Blenkiron et moi portions chacun un flacon de cognac. Je lui donnai donc le mien. Il nous tendit ensuite la main fort simplement, comme un enfant très sage qui va se coucher. Blenkiron ne put retenir ses larmes. Il annonça que si nous nous tirions tous de cette impasse, il s'efforcerait de dénicher pour Peter la meilleure situation que l'argent pût procurer. Mais je ne crois pas que Peter le comprît, car dans son regard, on lisait cette préoccupation lointaine du chasseur qui flaire le gibier. Il ne songeait qu'à son entreprise. 2 jambes et une paire de godillots fort usagés disparurent par la trappe, et je me sentis tout à coup absolument seul et d'une tristesse désespérée. L'artillerie s'était remise à tonner vers l'est, et dans les intervalles des éclatements, je perçus le sifflement d'un orage tout proche. Chapitre 20. Peter Pinard s'en va en guerre. Voici l'histoire des aventures de Peter d'après le récit qu'il nous fit plus tard, alors que nous attendions notre bateau, assis autour d'un poêle dans un hôtel de Bergen. Il grimpa sur le toit et se laissa ensuite glisser le long des briques inégales des murs extérieurs. La maisonnette où nous étions logés donnait sur une route et se trouvait en dehors de la véritable enceinte de la propriété. En temps ordinaire, je ne doute pas qu'il y eût des sentinelles, mais Sandy et Hussin étaient probablement parvenus à les éloigner. Toujours est-il que Peter n'aperçut personne. Il se lança à travers les champs couverts de neige, comprenant fort bien qu'il lui fallait accomplir sa mission durant les 12 heures d'obscurité qui le séparaient du matin. Le front immédiat d'une bataille est vraiment un peu trop fréquenté pour qu'on puisse s'y dissimuler pendant la journée, surtout lorsqu'une couche épaisse de neige rend tout plus visible. Or, Peter refusait de se hâter dans pareille entreprise. Comme tous les Boers, il prisait la lenteur et la sécurité, bien qu'il pût se dépêcher tout comme un autre quand les circonstances l'exigeaient. Tout en avançant à travers champs, il récapitula les facteurs qui lui étaient favorables. Il n'en trouva qu'un seul, le mauvais temps. Un vent très fort soufflait par rafales, poussant de légers nuages de neige. Il ne gelait plus, et la neige était molle comme du beurre. Peter se dit que c'était mieux ainsi, car une nuit froide et claire eût été désastreuse pour son entreprise. Sa première étape le mena à travers des terres labourées, toutes sillonnées de petits arroyos. De temps à autre, il passait devant une maison et un bosquet d'arbres fruitiers, sans rencontrer personne. Les routes étaient encombrées, mais Peter n'avait que faire des routes. Je puis me l'imaginer avançant à grandes enjambées, le dos courbé, s'arrêtant de temps à autre pour flairer et pour écouter, à tout instant sur le qui-vive. Il lui arrivait de franchir le terrain comme une antilope. Il parvint bientôt à une grande route toute obstruée de convois. C'était la voie menant d'Erzurum au défilé de Pallantuken. Il attendit une occasion favorable et la franchit. Le terrain devint ensuite plus accidenté, couvert de rochers et d'épines qui lui offraient de magnifiques abris grâce auxquels il put avancer rapidement sans inquiétude. Mais il fut tout à coup arrêté par une rivière, dont la carte lui avait bien signalé la présence, mais qu'il ne croyait pas être aussi importante. C'était un torrent gonflé par la fonte des neiges et les pluies des collines, et qui atteignait une 50aine de mètres de largeur. Peter se dit qu'il pourrait bien le traverser à la nage,
mais l'idée de se mouiller ne lui souriait pas. « Un homme mouillé fait trop de bruit, dit-il. Et puis, peut-être, ne pourrait-il lutter contre le courant. Il se décida donc à remonter la rivière à la recherche d'un pont. Il en découvrit un 10 minutes plus tard. C'était un pont tout neuf, construit sur des tréteaux et suffisamment large pour permettre aux camions de passer. Le pont devait être gardé, car il perçut les pas réguliers d'une sentinelle, et comme il escaladait les rives, il remarqua 2 longues huttes de bois qui servaient évidemment à un corps de garde. Ces huttes se trouvaient sur la rive la plus proche du torrent, à environ 12 mètres du pont. Des lumières et un bruit de voix filtraient par la porte ouverte. Peter avait l'ouïe aussi fine qu'un animal sauvage, et il lui fut facile de distinguer, parmi le brouhaha confus, qu'on parlait allemand. Tandis qu'il était étendu à terre à écouter, quelqu'un traversa le pont. C'était sans doute un officier, car la sentinelle se mit au garde-à-vous. L'officier s'engouffra dans une des huttes. Peter était tombé sur le cantonnement et l'atelier de réparation d'une escouade de sapeurs Boche. Un peu dépité, il allait rebrousser chemin et essayer de trouver un bon endroit où traverser la rivière à la nage, lorsqu'il se rappela que l'officier qui venait de le dépasser portait des vêtements à peu près semblables aux siens. Sweater de laine grise et passe-montagne gris, car un officier allemand lui-même renonce à toute coquetterie par une nuit d'hiver au cœur de l'Anatolie. Alors, Peter eut l'idée de traverser hardiment le pont et de se fier à ce que la sentinelle ne remarquât pas la différence. Se faufilant autour d'un angle de la hutte, il descendit la route. La sentinelle se trouvait fort heureusement à l'extrémité du pont la plus éloignée de Peter, car ainsi, en mettant les choses au pire, il lui serait facile de l'étrangler sans être entendu par les occupants de la hutte. Imitant de son mieux la raideur allemande, Peter le dépassa la tête baissée, comme s'il cherchait à se protéger du vent. L'homme fit le salut militaire. Il fit mieux encore, car il essaya de lier conversation. L'officier était sans doute de disposition amène. « La mauvaise nuit, capitaine, dit la sentinelle en allemand. Les camions sont en retard. Dieu fasse qu'une marmite n'ait pas éclaté sur le convoi de Michael. Il commence à en lancer de grosses. » Peter grogna bonsoir en allemand et le dépassa. Il allait quitter la route quand il entendit de grandes clameurs derrière lui. Le véritable officier était sans doute ressorti sur ses talons et les doutes de la sentinelle étaient éveillés. Un coup de sifflet retentit soudain et, tournant la tête, Peter aperçut des lanternes qui s'agitaient dans la rafale. Les hommes du poste partaient à la recherche du double du capitaine. Peter demeura un instant immobile et remarqua que les lanternes se dirigeaient vers le sud de la route. Il était sur le point de s'élancer vers le nord lorsqu'il se rendit brusquement compte d'une difficulté. De ce côté, un talus assez haut descendait jusqu'à un fossé et le remblai opposé bornait le torrent, dont il apercevait le terne ondoiement dans le vent. Il serait vite pris s'il restait sur la route. Le fossé n'était sans doute pas une bonne cachette, car il aperçut une lanterne qui le remontait. Néanmoins, Peter s'y laissa glisser, résolu à se coller sous le côté le plus escarpé et le plus éloigné. Il serait invisible de la route et il n'était guère probable que le soldat, examinant le fossé, songeât à explorer les côtés opposés. Peter tenait pour maxime que la meilleure cachette est toujours la moins bonne, c'est-à-dire la moins présente à l'esprit de ceux qui vous cherchent. Il attendit que les lumières se fussent rapprochées. Alors il saisit de sa main gauche le rebord du fossé, là où quelques pierres lui donnaient prise, et enfonçant les pieds dans le sol humide, il s'accrocha comme un lépat. Il fallait une certaine force pour demeurer longtemps dans cette position. Mais les muscles de Peter étaient à toute épreuve. Le soldat occupé à fouiller le fossé se lassa vite de sa tâche, car la tranchée était très humide. Il rejoignit ses camarades sur la route. Ils arrivaient en courant, éclairant la tranchée de leurs lanternes et explorant tout le pays avoisinant. Un bruit de roues et de chevaux retentit dans la direction opposée. Michael approchait avec les camions retardés. Ils arrivèrent au galop, menés à toute allure, et un instant, Peter crut qu'ils allaient verser dans le fossé à l'endroit précis où ils se cachaient. Les roues rasèrent presque ses doigts. Quelqu'un lança un ordre, et le convoi fit halte à 1 mètre ou 2 plus loin. Les autres soldats s'approchèrent et se consultèrent. Michael jura qu'il n'avait rencontré personne sur la route. « Cet imbécile d'Anus a vu un revenant, déclara l'officier avec humeur.
Il fait trop froid pour s'amuser à de pareils enfantillages. » Hanus répéta son histoire presque en larmes. « L'homme m'a parlé en bon allemand, affirma-t-il. Eh bien, qu'il soit esprit ou non, il est en bonne main sur cette route, répliqua l'officier. Ciel, voilà une grosse marmite. Il s'arrêta et regarda un éclatement, car à l'est, le bombardement redoublait d'intensité. Ils discutèrent le tir pendant quelques instants et s'éloignèrent enfin. Peter leur accorda 2 minutes d'avance. Il regrimpa ensuite sur la route et partit au trot. La nuit obscure, le bruit du bombardement et du vent favorisait sa fuite. Il quitta la route à la première occasion et fila par-dessus le sol accidenté qui montait en pente vers un des éperons du mont Palantuken, dont le flanc le plus éloigné était garni de tranchées turques. La nuit avait débuté par une obscurité telle qu'on ne distinguait même pas la fumée des éclatements qui sont pourtant souvent visibles la nuit. Mais des étoiles apparurent çà et là à mesure que le vent chassait les nuages de neige. Peter possédait une boussole, mais il ne s'en servit pas, car il savait instinctivement s'orienter, possédant ce sens spécial inné chez les sauvages et que les Blancs n'acquièrent qu'avec une longue expérience. Je crois qu'il flairait le nord. Il avait à peu près décidé qu'il allait essayer de franchir les lignes à l'endroit où les Russes étaient particulièrement rapprochés. Mais en avançant, il se dit qu'il serait plus facile de passer là où le bombardement était le plus intense. Cette idée ne lui souriait guère, mais elle lui paraissait inspirée par le plus pur bon sens. Tout à coup, l'aspect bizarre du sol l'intrigua, et comme il n'avait jamais vu d'artillerie lourde de sa vie, il lui fallut quelques instants pour la reconnaître. Soudain, une des grosses pièces tira à ses côtés avec un rugissement pareil à celui du jugement dernier. C'étaient des Howitzer autrichiens qui firent à Peter l'effet de véritables monstres. Pour la première fois aussi, il vit un grand trou d'obus, tout récent, car les canons russes s'efforçaient de repérer la batterie turque. Peter était si intéressé par tout ce qu'il voyait qu'il fourra son nez là où il n'aurait pas dû être, et tomba en plein dans la fosse d'une batterie. Les artilleurs se ressemblent dans le monde entier. Ce sont des êtres timorés qui se cachent dans des trous où ils hivernent et qui ont horreur d'être découverts. « Verda !» cria une voix rude, et une lourde main l'empoigna au cou. Peter tenait sa petite histoire toute prête. Il faisait partie du convoi de camions de Michael, on l'avait laissé en arrière. Ne pourrait-on lui indiquer le chemin du camp des sapeurs ? Il fut très humble, presque obséquieux. « C'est un de ces cochons de Prussiens qui garde le pont de Martha, dit un des artilleurs. Bottez-lui le derrière pour lui donner un peu de bon sens. Allons, mon petit, prends ta droite, tu trouveras une route. Mais n'oublie pas d'ouvrir l'œil quand tu y seras parvenu, car les Ruskos y tapent ferme. » Peter les remercia et partit vers la droite. Puis il ouvrit l'œil et, s'assurant qu'il s'était éloigné des Howitzer, il poussa un soupir de soulagement. Il se trouvait maintenant sur les pentes de la colline. Ce genre de pays lui était familier et il défiait Turc ou Boche de le repérer parmi la brousse et les rochers. Il avançait sans encombre quand tout à coup un bruit formidable éclata à ses oreilles, lui faisant l'effet d'être le fracas du destin. L'artillerie de campagne s'était mise de la partie et quand on ne s'y attend pas, le bruit d'une pièce de campagne toute proche n'est pas recommandé pour les nerfs. Peter se crut touché et il demeura étendu pendant quelques instants à réfléchir. Puis il comprit de quoi il s'agissait, et il s'avança en rampant avec précaution. Il aperçut bientôt sa première marmite russe qui éclata à environ 6 mètres de lui, sur la droite, creusant un grand trou dans la neige et projetant en l'air une masse de terre, de neige et de pierres brisées. Peter cracha la terre et prit une expression extrêmement grave. Il faut vous rappeler que c'était la première fois qu'il voyait les effets de projectiles de gros calibre et il se trouvait, sans être prévenu, au beau milieu d'un bombardement d'une intensité particulière. Il m'avoua avoir eu froid au ventre et envie de s'enfuir, s'il avait su où s'enfuir. Mais il poursuivit néanmoins sa route vers la crête des montagnes, au-dessus desquelles un grand flamboiement s'élargissait comme un lever de soleil. Il trébucha une fois contre un fil de fer, qu'il prit pour un piège quelconque, après quoi il avança avec prudence. Glissant son visage entre 2 rochers,
Il contempla bientôt le champ de bataille véritable. Il m'affirma que la bataille ressemblait absolument à la description de l'enfer qu'un missionnaire lui avait faite un jour. Les tranchées turques se trouvaient à 50 mètres environ, au bas de la pente. Elles se détachaient très noires sur la neige. De temps à autre, une silhouette sombre y apparaissait comme un démon pour disparaître aussitôt. Les Turcs s'attendaient évidemment à une attaque d'infanterie, car ils envoyaient à tout moment des fusées éclairantes. Les Russes tapaient sur la ligne et arrosaient tout le pays de grands explosifs. Le paysage apparaissait par instants éclairé comme en plein jour, étouffé par un tourbillon de fumée, de neige et de débris. L'instant suivant, une obscurité lugubre l'engloutissait de nouveau, lorsque le tonnerre des canons parlait de la bataille. Peter se sentit très malade. Il n'avait pas cru qu'il pût y avoir autant de bruit dans le monde, et cela lui crevait le tympan. Or, pour un homme chez qui le courage est habituel, la vraie peur est une chose affreuse. Elle annihile toute sa virilité. Peter demeura étendu sur la crête à regarder les éclatements des marmites, persuadé qu'à tout moment, il ne serait plus qu'un débris fracassé. Il essaya de se raisonner, se traitant de tous les noms possibles, mais conscient que rien ne ferait fondre le morceau de glace qu'il semblait avoir sur le cœur. À la fin, il ne put supporter ce supplice davantage. Il se leva et prit ses jambes à son cou. Mais il s'enfuit en avant. Ce fut la plus folle des randonnées. Il franchit à toute allure le sol qui était copieusement arrosé de projectiles dont aucun ne l'atteignit grâce au ciel. Il fit d'effrayantes chutes dans les trous d'obus, mais il parvint à franchir une 50aine de mètres, en partie debout et en partie à quatre pattes, et culbuta enfin dans une tranchée turque où il tomba en plein sur un cadavre. Le contact de ce cadavre le ramena à son bon sens. Après le pandémonium fantastique qu'il venait de traverser, la pensée que des hommes puissent mourir lui parut réconfortante. L'instant d'après, une marmite arracha le parapet de la tranchée à quelques mètres sur sa gauche, et il fut à moitié enterré par l'éboulement. Il se dégagea, portant d'assez graves coupures à la tête. Il avait retrouvé tout son sang-froid et réfléchissait au prochain pas qu'il allait faire. À la lumière des fusées éclairantes, il se vit entouré d'hommes au visage sombre et taciturne. Ils défendaient les parapets et attendaient, l'air concentré, autre chose que le bombardement. Ils ne firent aucune attention à lui, car sans doute les unités des tranchées étaient embrouillées et personne ne s'occupe de son voisin sous un bombardement aussi violent. Il fut donc libre de bouger à sa guise. Le sol de la tranchée était jonché de cartouchières vides et il y avait pas mal de cadavres. Comme je l'ai déjà dit, la dernière marmite avait démoli le parapet. Profitant du premier moment d'obscurité, Peter se faufila à travers la brèche et s'engagea parmi des monticules couverts de neige. Il ne redoutait pas plus les obus qu'il ne craignait un orage sur le Veldt. Mais il se demandait comment diable il parviendrait jusqu'aux Russes. Il avait laissé les Turcs derrière lui, mais il faisait maintenant face à un plus grand danger. Tout à coup, l'artillerie cessa de donner. Le silence fut si brusque que Peter s'imagina être devenu sourd. Il comprit avec peine le soulagement intense qu'il en ressentait. Le vent était tombé, ou bien il se trouvait abrité par la colline. Il vit de nombreux morts, ce qui l'étonnait, car c'étaient des morts récemment tués. Les Turcs avaient-ils attaqué et avaient-ils été repoussés ? Lorsqu'il eut franchi environ 30 mètres, il s'arrêta pour se rendre compte de l'endroit où il se trouvait. À droite, il vit les ruines d'un grand édifice incendié par les obus, et autour duquel il distingua des bois et des murs délabrés. À gauche, une deuxième colline s'étendait vers l'est. Il se trouvait dans une sorte de vallée entre les deux éperons. Devant lui s'élevait un petit bâtiment en ruine dont les poutres démolies laissaient voir le ciel, car une vague lueur se dégageait encore de la ruine fumant sur sa gauche. Il se demanda si la ligne de feu russe se trouvait dans cette direction. Alors, il entendit des voix étouffées à environ 1 mètre de lui. Elles paraissaient venir de sous terre. Il comprit sur-le-champ ce que cela signifiait. Il se trouvait dans un boyau de communication. Bien que peu au courant de la guerre moderne, Peter en savait pourtant assez pour tirer des déductions exactes. Il n'avait traversé que les tranchées de renforts turcs. Et il lui restait encore à franchir la ligne de feu. Il ne désespéra pas, car la réaction qui avait suivi sa panique l'avait rendu doublement courageux. Il avança en rampant, quelques centimètres à la fois, évitant tout risque,
et il se trouva bientôt devant le remblai d'une tranchée. Il demeura immobile, réfléchissant aux meilleures parties à prendre. Le bombardement avait cessé. Il régnait cette espèce de paix bizarre qui tombe parfois sur deux armées séparées seulement par quelques centaines de mètres. Peter me dit qu'il n'entendait rien que le soupir lointain du vent. Il ne distingua aucun mouvement dans la tranchée en face de lui, qui traversait le bâtiment en ruine. La lueur de l'incendie s'éteignait et il pouvait tout juste distinguer le remblai de terre devant lui. Tout à coup, la faim le tenailla. Il sortit ses provisions et but un coup de cognac. Puis, réconforté, il se sentit de nouveau maître de son destin. Mais il ne savait quel parti prendre. Il lui fallait s'assurer de ce qui se trouvait de l'autre côté du remblai. Tout à coup, il entendit un bruit bizarre, si faible qu'il ne crut pas tout d'abord à l'évidence de ses sens. Puis, le vent s'abaissant, il l'entendit plus distinctement. On eût dit très exactement le bruit d'un bâton qui frappait contre un vieux morceau de métal creux, musical et d'une étrange résonance. Il en conclut que le vent envoyait taper une branche d'arbre contre quelques vieilles chaudières dans la ruine. Seulement, il n'y avait pas dans ce creux fort abrité assez de vent pour admettre cette hypothèse. Il écouta et il entendit de nouveau le bruit. C'était sans doute une cloche tombée à terre, car la ruine avait été une chapelle. Il se souvint avoir remarqué sur la carte l'emplacement d'un grand monastère arménien, et il en conclut qu'il s'agissait de la ruine à sa droite. La pensée d'une chapelle et d'une cloche lui fit prévoir quelque intermédiaire humain, et tout à coup, cette impression se confirma en son esprit. Une branche d'arbre et le vent peuvent sans doute jouer des tours étranges, mais ils ne produisent tout de même pas les signes du code Morse. Ce fut alors que ses travaux accomplis pour le compte du service de renseignement britannique pendant la guerre Boer lui furent utiles. Il connaissait le code Morse et savait le lire. Il n'arrivait pourtant pas à déchiffrer ces signes musicaux. Il s'agissait peut-être d'un code spécial, ou bien s'exprimait-on dans un langage inconnu ? Peter demeura étendu et réfléchit avec calme. Il y avait près de lui un homme, un soldat turc, qui était évidemment à la solde de l'ennemi. Que risquait-il alors à fraterniser avec cet homme, puisqu'ils étaient tous deux du même côté ? Mais comment s'approcher de lui sans risquer de se faire fusiller ? Et puis, comment cet homme pouvait-il envoyer des messages de la ligne de feu sans être démasqué ? Peter se dit que l'étrange conformation du terrain expliquait sans doute ceci. Il n'avait rien entendu avant d'être à quelques mètres de la ruine. Ces bruits seraient donc imperceptibles pour les soldats postés dans les tranchées de deuxième ligne ou même dans les boyaux de communication. Il serait facile d'expliquer d'une façon très naturelle la cause de ces bruits si quelqu'un descendait à l'improviste de ces boyaux. Mais le vent porterait ces sons très loin, dans la direction de l'ennemi. Restait donc le risque d'être entendu par ceux qui se trouvaient dans les tranchées de première ligne parallèles à la cloche. Peter se dit que cette tranchée était sans doute très faiblement défendue, probablement par quelques observateurs dont le plus proche était peut-être éloigné d'une douzaine de mètres. Il avait lu que c'était la tactique française au cas d'un grand bombardement. Il lui fallait ensuite trouver le moyen de se faire connaître à cet allié. Peter décida qu'il devait le prendre par surprise. Il risquait une balle, mais il se fiait à sa force et à son adresse en luttant contre un homme qui était très certainement fatigué. Les explications suivraient lorsqu'il le tiendrait à sa merci. Peter s'amusait follement. Si ces diables de canons voulaient seulement se taire, il pourrait jouer la partie avec le calme et la dignité qui lui étaient particulièrement chers. Alors, il se mit à ramper en avant, très prudemment, dans la direction du bruit. La nuit l'entourait maintenant, très sombre et très calme, sauf les soupirs du vent qui se mourait. La neige s'était amassée contre les murs en ruine, et Peter avançait très lentement. Il craignait de déplacer une once de neige. Le tintement continuait, toujours plus sonore. Peter redoutait que ce bruit ne cessât avant qu'il pût rejoindre son homme. Tout à coup, sa main qui tâtonnait accrocha le vide. Il se trouvait sur le rebord de la première tranchée. La cloche tintait à moins de 1 mètre, à sa droite, et il changea de position avec infiniment de soin. La cloche se trouvait maintenant au-dessous de lui, et il tâta même la grande poutre de bois qu'il avait jadis soutenue. Il toucha autre chose aussi, un fil de fer fiché dans la terre et dont l'autre extrémité se balançait dans le vide.
C'était l'explication prévue par l'espion au cas où quelqu'un, percevant le bruit, chercherait à en élucider la cause. L'homme se trouvait là, dans l'obscurité, à moins d'1 mètre au-dessous de Peter. Peter demeura immobile, à étudier la situation. Il devinait la présence du soldat, mais il ne pouvait le voir. Il essaya donc de se rendre compte de l'emplacement relatif de l'homme et de la cloche, et de la distance exacte qui les séparait de lui. Cette opération n'était pas aussi facile qu'on l'aurait cru. En admettant que Peter fît un bond dans la direction où il se figurait trouver le soldat, il risquait de manquer ce dernier et de recevoir une balle dans le ventre. Car il était probable qu'un homme jouant un jeu aussi dangereux maniait adroitement le fusil. Puis, s'il touchait la cloche, il provoquerait un horrible tintamarre qui donnerait l'alarme à tout le front. La fatalité lui offrit tout à coup une occasion excellente. Le soldat invisible se leva et, faisant un pas en avant, il s'adossa contre la paroi, effleurant le coude de Peter qui retint son souffle. Les cafres connaissent un truc que je ne saurais vous expliquer sans l'aide de plusieurs diagrammes. C'est en partie une étreinte du cou et en partie une contorsion paralysante du bras droit qui, pratiquée par derrière, immobilise votre homme aussi sûrement que s'il avait des menottes au poing. Peter se ramassa lentement, les genoux rentrés sous lui, et étendit les mains pour saisir sa proie. Il la saisit. Une tête apparut, tirée en arrière par-dessus le rebord de la tranchée, et il sentit dans l'air le battement d'un bras gauche qui tâtait faiblement sans pouvoir l'atteindre. « Ne bougez pas, murmura Peter en allemand. « Je ne vous veux pas de mal. Nous sommes amis, car nous poursuivons le même but. Parlez-vous allemand ?»« Nein » répondit une voix assourdie. « Anglais ?»« Oui. »« Dieu soit loué » dit Peter. « Dans ce cas, nous nous comprendrons. J'ai surveillé votre idée de signaux, et elle est excellente. Or, il me faut à tout prix franchir les lignes russes avant l'aube, et je veux que vous m'y aidiez. Je suis anglais, ou du moins une espèce d'anglais. Nous sommes donc alliés. Me promettez-vous d'être sage et de parler raisonnablement si je vous lâche le cou ?» La voix répondit affirmativement. Peter lâcha prise et, au même instant, glissa vivement de côté. L'homme fit volte-face, étendant un bras, mais il ne saisit que le vide. « Du calme, l'ami, » dit Peter. « N'essayez pas de me jouer des tours, sans quoi je me fâcherai. »« Qui êtes-vous ? Qui vous a envoyé ?» demanda la voix intriguée. Peter eut une inspiration. « Les compagnons des heures roses, » répondit-il. « Alors, nous sommes frères, en effet, » déclara la voix. « Sortez de l'obscurité, amis. Je ne vous ferai point de mal. Je suis un bon Turc. J'ai combattu aux côtés des Anglais au Kordofan et j'y ai appris leur langage. Je ne vis que dans l'espoir de voir la chute d'Enver qui a ruiné ma famille et assassiné mon frère jumeau. Voilà pourquoi je sers les Giaours moscovites. »« Si vous voulez parler des Russes, je suis des vôtres, » dit Peter. « Enver serait jaune de fureur s'il savait les nouvelles que je leur apporte. Seulement, voilà, comment parvenir jusqu'à eux ? C'est là que vous allez pouvoir m'aider, mon ami. »« Comment cela ? » ?»« En rejouant encore une fois votre petit air. Dites-leur de s'attendre à recevoir d'ici une demi-heure un déserteur porteur d'un message important. Dites-leur, pour l'amour de Dieu, de ne tirer sur personne avant de s'être assuré que ce n'est pas moi. » L'homme prit le côté épointé de sa baïonnette et s'accroupit à côté de la cloche. Il frappa un premier coup, et une longue note claire et pénétrante fusa lentement dans l'air et descendit la vallée. Il frappa ensuite 3 notes à des intervalles assez longs. Peter me dit qu'il ressemblait à un télégraphiste appelant le central. « Envoyez le message en anglais, » dit Peter. « Peut-être ne le comprendrait-il pas ? Alors envoyez-le comme vous voulez. Je me fie à vous, car nous sommes frères. » 10 minutes plus tard, l'homme cessa ses signaux et écouta attentivement. Dans le lointain, le son d'un gong de tranchée retentit soudain, un de ces gongs dont on se sert sur le front occidental pour sonner l'alarme en cas de gaz asphyxiant. « Ils disent qu'ils seront prêts, » dit-il. « Je ne puis noter les messages dans l'obscurité, mais ils m'ont envoyé le signal qui veut dire « consentons ». « Alors, ça va bien, » dit Peter. « Et maintenant, il faut que je file. Je vous donne un conseil. Lorsque vous entendrez un bombardement intense vers le nord, préparez-vous à battre rapidement en retraite, car votre ville sera perdue.
et dites à vos amis qu'ils commettent une grave erreur en permettant à ces imbéciles d'Allemands de gouverner leur pays. Conseillez-leur de pendre Enver et ses petits amis, et ensuite, nous serons très heureux de nouveau. « Que Satan prenne son âme !» répondit le Turc. « Il y a des fils de fer barbelés devant nous. Mais je m'en vais vous montrer un passage, car les marmites y ont pratiqué pas mal de déchirures, ce soir. Dépêchez-vous, car à tout moment, une équipe peut paraître pour accommoder les brèches. Rappelez-vous qu'il y en a beaucoup aussi devant les tranchées russes. » Peter n'éprouva aucune difficulté à sortir de l'enchevêtrement des fils de fer barbelés. Il est vrai qu'il y laissa un morceau de la peau du dos, mais il parvint bientôt au dernier poste d'écoute et se trouva dans le No Man's Land. Ce n'était, me dit-il, qu'un vaste charnier de cadavres qui puait atrocement. Il se faufila parmi eux sans s'attarder, car il lui sembla entendre derrière lui le bruit de l'équipe turque. Il redoutait qu'une fusée ne révélât sa présence et qu'une salve ne vînt interrompre sa retraite. Il se fraya un chemin, se glissant d'un trou d'obus à l'autre, et il parvint enfin à un boyau de communication tout démoli, mais qui menait dans la bonne direction. Les Turcs avaient dû être refoulés pendant la semaine précédente, et les Russes occupaient maintenant les tranchées évacuées. Le boyau était à demi rempli d'eau, mais Peter éprouva cependant un sentiment de sécurité, car il pouvait au moins avoir la tête au-dessous du niveau du sol. Puis le boyau cessa tout à coup, et il se trouva devant une forêt de fils de fer barbelés. Dans son message, le Turc avait stipulé une demi-heure. Peter crut passer au moins 2 heures dans cet enchevêtrement. Les marmites avaient épargné ces derniers fils de fer. Les poteaux étaient toujours debout, et les fils semblaient toucher terre. Il faut vous rappeler que Peter n'avait pas de cisaille et qu'il dut se tirer d'affaire avec ses mains. De nouveau, la crainte l'étreignit. Il se sentit pris dans un réseau au-dessus duquel de nombreux vautours semblaient attendre le moment propice pour s'abattre sur lui. À tout instant, une fusée pouvait partir et une douzaine de fusils trouveraient en lui une cible facile. Il avait complètement oublié la communication qu'on avait envoyée, car nulle communication ne pouvait repousser la mort, toujours présente, qu'il sentait rôder autour de lui. C'était, me dit-il, comme s'il traquait un vieux lion dans la brousse par une voie d'accès étroite et dépourvue de sortie. L'artillerie recommença à tonner, l'artillerie turque dissimulée derrière la crête, et un obus arracha un grand morceau de fil de fer à peu de distance de Peter. Il avança de quelques mètres sous le couvert de l'éclatement, laissant de bonnes portions de ses vêtements accrochés aux barbes. Puis, tout à coup, alors qu'il avait perdu tout espoir, il sentit le sol s'élever en pente rapide. Il demeura immobile, car une fusée éclairante partit des tranchées turques et illumina le paysage. En face de lui, il aperçut un rempart tout hérissé de baïonnettes. C'était l'heure où les Russes montaient la garde. Il se leva tout engourdi et cria « Amis, Anglais !» Il aperçut un homme qui le contempla un instant, puis l'obscurité descendit de nouveau. « Amis !» cria-t-il d'une voix rauque. « Anglais !» Il entendit les Russes parler derrière le parapet. Une torche électrique l'éclaira un instant. Puis une voix lui adressa la parole, une voix amicale qui semblait lui dire d'avancer. Il était debout et, lorsqu'il toucha le parapet des mains, les baïonnettes semblèrent l'enserrer de très près. Mais la voix qui lui parlait était très bienveillante. Alors, il se hissa sur le bord et se laissa rouler dans la tranchée. La torche électrique fusa de nouveau et révéla aux yeux des assistants un homme d'âge mûr, très maigre, d'une saleté indescriptible, la tête ensanglantée et demi-nu. Cet homme, se voyant entouré de visages amis, eut un sourire large et joyeux. « Le rue de Trek, ami, dit-il. Je veux voir le général sans tarder, car je lui apporte un cadeau. » On le mena à une cagnat où se trouvait un officier qui lui parla en français, langue qu'il ne comprenait pas. Mais la vue de la carte de Stum accomplit des miracles. On le dépêcha, à travers des boyaux de communication et par-dessus des champs marécageux, vers une ferme au milieu d'un bosquet d'arbres. Là, il rencontra plusieurs officiers d'état-major qui examinèrent la carte avec attention. Puis, ils lui donnèrent un cheval et le firent galoper vers l'est. Il parvint enfin à une grande maison en ruine, et on le fit entrer dans une pièce qui lui semblait toute remplie de cartes d'état-major et de généraux. Je termine le récit par les paroles mêmes de Peter.
Devant une table était assis un homme très grand qui buvait du café. Lorsque je l'aperçus, le cœur me sauta dans la gorge, car c'était l'homme avec qui j'avais chassé sur le Pongui en 98, celui que les Cafres avaient surnommé « corne de bouc » à cause de ses longues moustaches frisées. Même alors, c'était un prince, et maintenant, c'est un très grand général. Lorsque je l'aperçus, je courus à lui et, lui saisissant la main, je criai « Gat et, min Herr ?» Alors il me reconnut et cria en hollandais « Godverdom ! Si ce n'est pas ce vieux Peter Pinard !» Il me fit prendre du café, du jambon et du pain excellent tout en regardant ma carte. « Qu'est-ce que ceci ?» s'écria-t-il en devenant très rouge. « C'est la carte d'état-major d'un nommé Stum, un Skellum Bosch qui commande à Erzurum, dis-je. » Il l'examina de près et lut les annotations et l'autre papier que vous m'aviez donné, Dick. Puis il jeta les bras en l'air et se mit à rire, mais à rire. Il saisit un pain et l'envoya tomber sur la tête d'un autre général. Il leur parla en russe et ils se mirent tous à rire à leur tour. 2 d'entre eux sortirent précipitamment, chargés d'une mission. Jamais je n'ai vu pareille joie. C'étaient des hommes intelligents et ils savaient la valeur de ce que vous m'aviez donné. Puis le général se leva tout à coup et, me saisissant dans ses bras, tout sale que j'étais, il m'embrassa sur les 2 joues. « Devant Dieu, Peter, vous êtes le plus grand chasseur qu'il y ait eu depuis Nemrod, dit-il. Vous m'avez souvent déniché du gibier, mais jamais une aussi belle pièce qu'aujourd'hui. » Chapitre 21. La petite colline. C'est un sage, celui qui a dit que le plus grand courage est de pouvoir se tenir tranquille. J'avais éprouvé ce sentiment pendant que nous étions arrosés dans les tranchées de réserve en face de Vermelles. Je le ressentis aussi avant de franchir les parapets de Loos, mais jamais je ne l'ai senti d'une façon aussi intense que pendant les 2 dernières journées passées dans cette cave. Je dus faire un grand effort pour me ressaisir. Peter était parti chargé d'une mission insensée que je n'espérais pas voir réussir. Sandy ne donnait plus signe de vie, car il était tout occupé à livrer ses propres batailles à une centaine de mètres de nous, et j'étais tourmenté par la pensée qu'il pouvait tout perdre en redevenant la proie de ses nerfs. Un compagnon inconnu nous apporta nos repas. Il ne parlait que le turc et ne put rien nous dire. Si seulement j'avais pu aider d'une manière quelconque à notre entreprise, je serais arrivé à calmer mon inquiétude. Mais il n'y avait rien à faire. Il nous fallait attendre et réfléchir. Je puis vous assurer que je commençais à éprouver de la sympathie pour le général qui, à l'arrière, trace le plan que d'autres exécuteront. Il est bien moins énervant de mener la charge que d'attendre des nouvelles assis dans un fauteuil. Il faisait un froid intense et nous passâmes la plus grande partie de nos journées enveloppés dans nos pardessus et enfoncés dans la paille. Blenkiron fut surprenant. Il ne put faire de réussite, faute de lumière, et pourtant il ne se plaignit pas. Il passa une grande partie du temps à dormir, et lorsqu'il s'éveillait, il bavardait aussi gaiement que s'il était à la veille de partir en vacances. Il éprouvait une grande joie. Sa dyspepsie avait disparu, et il adressait sans cesse des hymnes et des louanges à la Providence qui avait réglé son duodénum. Ma seule occupation était d'écouter les canons. Le lendemain du départ de Peter, ils furent très silencieux, mais tard dans la soirée, ils se remirent à faire un vacarme effroyable. Le lendemain, ils ne se turent point de l'aube au crépuscule, et cela me rappela les 2 jours d'effroyables canonnades qui précédèrent la bataille de Loos. J'essayais, mais en vain, de m'assurer que ce redoublement d'intensité prouvait que Peter avait réussi à accomplir sa mission. J'avais plutôt l'impression contraire, car cette canonnade acharnée devait signifier que les Russes se livraient de nouveau à un assaut sur tout le front. Je grimpais 2 ou 3 fois sur le toit pour respirer un peu d'air pur. Il faisait brumeux et humide, et je distinguais mal la campagne. Des transports descendaient toujours, qu'à un cas, la route menant à Palantuken, d'où revenaient, lentement, des charretées de blessés. Je remarquais pourtant un va-et-vient continuel entre la maison et la ville. De nombreuses autos passaient et des courriers à cheval arrivaient et repartaient constamment. J'en déduisis que Hilda von Einem se préparait à jouer son rôle dans la défense d'Erzurum. Les ascensions sur le toit eurent lieu le lendemain du départ de Peter.
Mais lorsque, le deuxième jour, j'essayais la trappe, je la trouvais fermée et consolidée d'un poids très lourd. C'était sans doute une sage précaution prise par nos amis, puisque la maison principale était si fréquentée. Il me fallait renoncer à mes expéditions sur le toit. Eusine apparut très tard au cours de la deuxième soirée. Nous avions soupé, Aaron venait de s'endormir paisiblement, et je commençais à compter les heures qui nous séparaient de l'aube, car je ne fermais plus l'œil de la journée et encore moins de la nuit. Eusine n'alluma pas la lanterne. J'entendis la clé tourner dans la serrure, et puis son pas qui s'approchait de nous. « Dormez-vous » dit-il. Et lorsque je lui répondis, il s'assit à mes côtés. « J'ai trouvé des chevaux » ajouta-t-il, « et le maître me charge de vous dire que nous partirons demain matin, 3 heures avant l'aube. » J'accueillis cette nouvelle avec joie. « Dites-moi ce qui se passe, » lui demandai-je. « Voici 3 jours que nous sommes couchés dans cette tombe, nous ne savons rien. Les canons sont occupés. Des Allemands arrivent ici toutes les heures. Je ne saurais dire pourquoi. Et puis, on vous a cherché partout. Vos ennemis sont venus jusqu'ici, mais on les a renvoyés les mains vides. Dormez, Seigneur, car de rudes épreuves nous attendent. » Mais je ne dormis guère, tant la préoccupation de l'attente était énervante. J'enviais le sommeil de Blanquerron. Je réussis pourtant à somnoler 1 heure ou 2. Je fus aussitôt saisi par mon cauchemar familier. Il me semblait être de nouveau à l'entrée d'un défilé, poursuivi de très près, faisant de grands efforts pour parvenir au sanctuaire qu'il me fallait atteindre. Mais je n'étais plus seul. D'autres m'accompagnaient, je ne saurais dire combien ils étaient, car dès que j'essayais de distinguer leurs visages, ils se dissipaient dans la brume. Nous foulions aux pieds une couche de neige profonde. Au-dessus de nous, un ciel gris et des pics noirs se dressaient de tous côtés. Pourtant, devant nous, au milieu du défilé, j'aperçus ce curieux castrol que j'avais vu pour la première fois dans mon rêve, sur la route d'Erzurum. Chaque détail du castrol m'apparaissait très distinctement. La colline se dressait à droite de la route traversant le défilé, au-dessus d'un creux où de grands rocs se détachaient contre la neige. Les flancs en étaient très escarpés, de sorte que la neige s'était détachée par endroits, laissant à nu de longues étendues de schiste noires et brillantes. Le sommet du Kranz, qui, au lieu de se dresser en pic, dessinait une pente douce, était creusé en forme de coupe par les intempéries. Les castrols sud-africains présentent souvent cette particularité. Je devinais que c'était le cas de celui-ci. Nous faisions de grands efforts pour l'atteindre, mais la neige nous empêtrait et nos ennemis nous serraient de près. Tout à coup, on m'éveilla, et je vis une silhouette debout à mes côtés. « Préparez-vous, Seigneur, » me dit une voix, « il est l'heure de partir. » Nous sortîmes tels des somnambules dans l'air piquant. Eusine nous fit franchir une ancienne poterne, et nous traversâmes ensuite une espèce de verger, nous dirigeant vers quelques chênes verts, à l'abri desquels nos chevaux mangeaient tranquillement dans leurs musettes. « C'est bon, me dis-je. On leur donne une ration d'avoine avant de leur demander un grand effort. » Il y avait 9 montures pour 9 cavaliers. Nous les enfourchâmes sans mot dire et marchâmes en file indienne à travers un bosquet vers une palissade démolie qui marquait le commencement du terrain labouré. Eusine nous guida alors pendant environ 20 minutes à travers la neige profonde. Il voulait éviter tout bruit tant que nous ne serions pas hors de portée de la maison. Nous prîmes bientôt un chemin de traverse qui tomba sur une grande route se dirigeant du sud-ouest à l'ouest. J'avais retrouvé tout mon entrain. J'étais comme enivré par le mouvement. J'aurais voulu chanter et rire tout haut. Les périls s'oublient ou se ravivent vite sous le dais noir de la nuit. J'oubliais les miens. L'obscurité à travers laquelle je galopais ne me conduisait-elle pas vers la liberté et vers mes amis ? Oui, et aussi vers le succès, auquel je n'avais pas osé songer, que je n'osais même imaginer. Eusine chevauchait le premier à mes côtés. Je me retournai et j'aperçus Blencaron qui paraissait fort malheureux sur sa monture et ennuyé de l'allure à laquelle nous chevauchions. Il se plaisait à dire que l'équitation est un excellent exercice pour le foie, mais il préférait aller à l'amble ou faire un petit temps de galop. Une course éperdue comme celle-ci ne lui convenait guère. Nous dépassâmes tout à coup un feu de camp dans une vallée. C'était le bivouac de quelque unité turque et les chevaux firent aussitôt un écart.
J'entendis Blencaron jurer, et je pariais qu'il avait perdu ses étriers et chevauchait sur l'encolure de sa bête. À ses côtés galopait une haute silhouette emmitouflée et qui portait autour du cou une espèce de châle dont les pans flottaient par derrière dans le vent. Sandy ne possédait naturellement pas de pardessus européen, car depuis des mois, il ne portait plus de vêtements possibles. Je voulais lui parler et pourtant je n'osais. Son immobilité me le défendait. C'était un cavalier merveilleux, fort heureusement pour lui, car il ne surveillait nullement sa bête, l'esprit rempli de pensées inquiètes. L'air devint tout à coup âcre et froid, et je vis qu'un brouillard montait des vallées. « En voilà une des veines !» criai-je à Hussine. « Pourrez-vous nous guider dans le brouillard ?»« Je ne sais, » dit-il en hochant la tête. « Je me fiais à la forme des collines. En tout cas, nous possédons une carte et une boussole, mais cela va nous retarder. Dieu fasse que le brouillard se lève. » La brume noire s'éclaircit bientôt, devint une vapeur grisâtre, et l'aube pointa, ne nous apportant guère de réconfort. Le brouillard déferlait en vagues jusqu'aux oreilles des chevaux, et comme je chevauchais en tête de notre compagnie, je distinguais difficilement le deuxième rang. « Il est temps de quitter la route, » dit Hussine. « Nous risquerions d'y rencontrer des curieux. » Nous prîmes à gauche, à travers ce qui ressemblait absolument à une lande écossaise. La pluie y avait creusé des flaques, et on y voyait des masses confuses de genièvres chargées de neige, et de longs récifs d'ardoises mouillées. Nous avancions avec difficulté, car le brouillard nous empêchait de nous diriger. Aidé de la carte et de la boussole, j'essayais de faire en sorte que notre chemin côtoyât le flanc d'un des éperons qui nous séparaient de la vallée à atteindre. « Il y a une rivière devant nous, » dis-je à Hussine. « Est-elle guéable ?»« Ce n'est qu'un filet d'eau, » répondit-il en toussant. « Ce diable de brouillard nous vient d'Eblis. » Mais bien avant d'y être parvenu, je devinais qu'il ne s'agissait pas d'un ruisseau, mais d'un torrent des montagnes qui descendait par un profond ravin. Nous nous trouvâmes bientôt au bord. Ce n'était qu'un tourbillon de chutes pâteuses et de rapides boueux. Il nous serait aussi facile de faire franchir cette cataracte à nos chevaux que de leur faire escalader les cimes des monts Palantuken. Hussine considéra le tourbillon d'un air consterné. « Qu'Allah me pardonne ma folie, j'aurais dû prévoir ceci. Il nous faut rejoindre la route et trouver un pont. Quel chagrin j'éprouve d'avoir si mal guidé mes seigneurs !» Nous rebroussâmes chemin à travers la lande. J'étais fort découragé. Nous n'avions pas une trop grande avance et Hilda von Einem déchaînerait certainement terre et ciel pour nous rejoindre. Hussine forçait l'allure de sa monture, car son inquiétude était aussi vive que la mienne. Avant de parvenir à la route, la brume se dissipa et révéla une bande de campagne au-delà des collines. Nous en avions une vue très claire. Chaque objet se détachait nettement dans la lumière du matin. Nous vîmes le pont, devant lequel des cavaliers étaient alignés et des piquets de cavalerie qui descendaient la route. Ceux-ci nous aperçurent au même instant. Un mot d'ordre courut le long de la route, un coup de sifflet strident retentit. Les piquets tournèrent leurs chevaux vers la berge et partirent à travers la lande. « Je disais bien que ce brouillard venait d'Eblis, » ronchonna Hussine, tandis que, faisant demi-tour, nous retournions sur nos pas au grand galop. Ces maudits apetiers nous ont vus et nous ont coupé la route. Mon opinion était qu'il fallait à tout prix essayer de franchir la rivière, mais Hussine me fit remarquer que cela ne nous servirait à rien, car la cavalerie, campée au-delà du pont, remontait déjà l'autre rive. « Je connais un sentier parmi les collines, » dit-il, « mais il faudra le gravir à pied. Nous avons encore une chance de leur échapper si nous pouvons prendre quelque avance et si le brouillard nous masque. » Nous parvînmes au bas des collines. Les cavaliers nous poursuivaient toujours et accentuaient chaque difficulté. Nous dûmes contourner de gros rochers et les chevaux s'embourbèrent jusqu'aux sangles dans des marais. Heureusement, le brouillard était retombé de nouveau et, tout en entravant la poursuite, cela diminuait aussi les chances de Hussine de trouver le sentier. Il le découvrit, pourtant. Nous aperçûmes enfin le ravin et le raidillon qui remontait la colline. Mais il était obstrué par un éboulement récent. Un grand lopin de terre s'était détaché du versant du coteau et, recouvert de neige, il ressemblait à une tranche de gâteau au chocolat glacé. Pendant un instant, nous considérâmes ce spectacle sans mot dire. Puis nous reconnûmes l'inutilité d'essayer de suivre ce chemin-là. «
Moi, je suis pour tenter les crêtes, dis-je. Là où il y a eu un chemin, on en trouvera bien un autre. Pour servir de cible à ces tirailleurs, répliqua Hussin sèchement. Tenez, regardez. Le brouillard s'était de nouveau levé et un regard en arrière suffit à me convaincre que les cavaliers nous serraient de près. Ils étaient à moins de 300 mètres de nous. Nous tournâmes bride et nous nous dirigeâmes vers l'est, vers les assises des falaises. Alors, Sandy parla pour la première fois. « Je ne sais quel est votre sentiment, à vous autres. Moi, je suis résolu à ne pas me laisser prendre vivant. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut trouver un bon endroit et opposer une résistance acharnée. Nous vendrons cher nos vies. »« C'est la seule solution possible, » répondit Blencairn avec sérénité. La chevauchée lui avait valu de tels tourments qu'il accueillait avec joie l'idée d'un combat stationnaire. « Distribuez les armes, » dit Sandy. Les compagnons portaient tous des fusils en bandoulière. Du fond d'une grande sacoche, Hussin sortit des fusils et des cartouchières qu'il nous remit. En posant le mien sur mon arçon, je remarquai que c'était un Mauser, dernier modèle. « Il nous faut à tout prix trouver l'endroit où opposer notre résistance, » dit Sandy. « Cette fois, les chances sont contre nous. » Le brouillard nous engloutit de nouveau et nous nous engageâmes bientôt sur une longue pente égale. Puis vint une montée, au haut de laquelle j'aperçus le soleil. Nous plongeâmes bientôt dans le grand jour et dominâmes une large vallée d'où une route montait en serpentant vers un défilé de montagnes. C'était ce que j'attendais. Cette route était une des voies menant vers le défilé des monts Palantuken, à quelques kilomètres au sud d'Erzurum. Alors, tournant mes regards vers le sud, j'aperçus ce que je cherchais depuis déjà plusieurs journées. La vallée était coupée par une petite colline dominée par un kranz de rochers. C'était bien le castrol de mon cauchemar. En l'apercevant, je pris aussitôt la direction de notre compagnie. « Voilà notre fort !» criai-je. « Une fois là, nous pourrons résister une semaine. Allons, encore un peu de courage !» Nous descendîmes le coteau ventre à terre, comme des possédés, et Blencairn lui-même se cramponnait bravement à son cheval à tous les tournants. Nous atteignîmes bientôt la route et croisâmes au grand galop une compagnie d'infanterie en marche, des pièces d'artillerie et des camions vides. Je remarquai que tous semblaient descendre des montagnes. Ceux qui les remontaient étaient peu nombreux. Hussin hurla quelques mots en turc qui nous obtinrent droit de passage, mais ils demeurèrent bouche bée devant notre allure folle. Je vis du coin de l'œil que Sandy avait rejeté ses manteaux et apparaissait dans un flamboiement de couleurs éblouissantes. Mais à ce moment, je n'avais de pensée que pour la petite colline qui nous faisait presque face du côté opposé du vallon. Il était impossible que les chevaux gravissent cette montée. Nous les poussâmes jusqu'à la vallée et, sautant hâtivement à terre, nous chargeâmes les fardeaux sur nos dos et commençâmes à escalader le flanc du castrol. La pente était toute parsemée d'immenses rochers qui nous permirent fort heureusement de nous tenir à couvert. Nous en eûmes bientôt besoin, car, jetant un regard par-dessus mon épaule, je vis que ceux qui nous poursuivaient étaient parvenus à la route qui nous surplombait et se préparaient à faire feu. En temps normal, nous aurions été des cibles faciles, mais fort heureusement, des lambeaux de brouillard s'accrochaient encore à ce vallon. Les autres pouvaient se défendre. Je demeurai donc aux côtés de Blencairn et le hissai, essoufflé, par le chemin le moins exposé. De temps à autre, des balles venaient s'aplatir sur les rochers, et l'une d'elles siffla très près de ma tête. Nous franchîmes de cette façon à peu près les 3/4 de la distance. Il nous restait encore à parcourir environ une douzaine de mètres pour parvenir à l'endroit où le glacis montait plus doucement jusqu'au bord du kranz. Blencairn reçut une balle dans la jambe. Ce fut notre seul accident. Il n'y avait rien à faire qu'à le porter. Je le hissai donc sur mes épaules et franchis ces quelques mètres, le cœur gonflé à éclater. Les balles pleuvaient autour de nous. Nous parvînmes cependant au kranz, sains et saufs. Ayant escaladé sans peine le rebord, je posai Blencairn à l'intérieur du castrol et je me hâtai de préparer notre défense. Nous n'avions pas de temps à perdre. Des silhouettes s'avançaient dans le mince brouillard, se glissant à couvert. Nous nous trouvions dans une redoute naturelle dépourvue de meurtrières et de sacs de sable. Pour tirer, il nous fallait passer la tête au-dessus du rebord,
mais ce danger était amoindri par le superbe champ de tir que formait le glacis. Je postai nos hommes et j'attendis. Blenkiron, le visage bêlême, annonça qu'autrefois, il maniait habilement le fusil, et il insista pour participer à la défense. Je donnai l'ordre que personne ne devait tirer avant que l'ennemi eût quitté l'abri des rochers et ne fût parvenu au glacis qui entourait le castrol. Nous fûmes donc obligés d'être sur le qui-vive de tous les côtés à la fois pour empêcher qu'on ne nous surprît de flanc. Le fusil de Hussin retentit bientôt derrière moi et me prouva que mes précautions n'avaient pas été inutiles. Nous étions tous trois d'assez bons tireurs, mais nous n'arrivions pas à la cheville de Peter. Les compagnons se montrèrent aussi assez adroits. Comme le fusil Mauser était précisément l'arme que je connaissais le mieux, je ne ratai guère de coups. Nos assaillants n'eurent aucune chance, car leur seul espoir était de nous écraser par la supériorité du nombre. Mais comme ils n'étaient que 24, ils étaient beaucoup trop peu nombreux pour réussir ce coup. Je crois que nous en tuâmes au moins 3, car leur cadavre fut abandonné sur le glacis. Nous en blessâmes environ 6, et les autres se retirèrent vers la route. Un quart d'heure plus tard, tout était fini. « Ce sont des chiens de Kurdes !» s'écria Hussin d'une voix farouche. « Seul un Giaour kurde oserait tirer sur la livrée du Kaaba. » Ce fut alors que je regardai Sandy. Il avait rejeté tous ses châles et se dressait dans un très étrange costume de bataille. Il s'était procuré, je ne sais comment, des bottes de campagne et une vieille paire de culottes, par-dessus lesquelles retombait une magnifique gibba ou éphod d'une merveilleuse soie vert émeraude. Je dis de la soie, mais cela ne ressemblait à aucune soie que j'ai jamais vue, tant la trame en était exquise et chatoyante. Il portait sur la poitrine un étrange symbole que je distinguais mal dans la faible lumière. Mais je gage que jamais vêtement plus rare et plus coûteux ne fut exposé aux balles sur une âpre colline d'hiver. Sandy paraissait inconscient de son accoutrement. Ses regards fouillaient le vallon. « Ce n'était là que l'ouverture !» s'écria-t-il. « L'opéra commencera bientôt. Il nous faut élever des parapets pour combler ces brèches. Autrement, ils nous atteindront de plus de 100 mètres d'ici. » Pendant ce temps, j'avais pansé très sommairement la blessure de Blenkiron avec un morceau de toile que Hussin me fournit. Une balle, par ricochet, lui avait éraflé le tibia gauche. J'aidai ensuite les autres à élever des remblais pour compléter la défense. Ce ne fut guère facile, car pour tout instrument, nous n'avions que nos couteaux et nous devions creuser profondément le gravier couvert de neige. Tout en travaillant, j'examinais notre refuge. Le castrol avait à peu près 10 mètres de diamètre. L'intérieur était rempli de rochers et de pierres détachées, et le parapet avait environ 120 mètres de haut. Le brouillard s'étant en grande partie dissipé, je pus voir les alentours immédiats. À l'ouest, au-delà du vallon, se déroulait la route que nous venions de suivre, et sur laquelle nos poursuivants s'étaient retranchés. Au nord, la colline descendait à pic jusqu'au bas de la vallée, mais au sud, au-delà d'une pente, une crête barrait la vue. À l'est, je découvris un autre bras de rivière suivi de la grande route menant au défilé, tout encombré de convois. Les deux routes semblaient converger l'une vers l'autre, à un point plus au sud qui m'était invisible. Je devinais que nous n'étions pas très éloignés du front, car le grondement de l'artillerie paraissait tout proche. Détonation brusque de pièces de campagne et celle plus profonde des Howitzer. Et les crépitements des mitrailleuses retentissaient comme le bavardage d'une pie au milieu des aboiements d'une meute formidable. Je vis même l'éclatement des marmites russes qui cherchaient évidemment à atteindre la grande route. Un obus éclata à moins de 10 mètres d'un convoi sur notre gauche, et un autre tomba dans le vallon que nous venions de quitter. Il s'agissait évidemment de tirs à longue portée, et je me demandais si les Russes avaient posté des observateurs sur les hauteurs pour repérer. Dans ce cas, ils essayeraient peut-être bientôt un tir de barrage, et ce serait vraiment une ironie du sort si nous devenions la cible d'obus amis. « Seigneur !» s'écria Sandy, « si seulement nous avions 2 mitrailleuses, nous pourrions résister à une division. » « Oui, mais en attendant, ils nous auront vite fait sauter s'ils s'avisent d'installer un canon, » répliquai-je. « Dieu veuille que les Russes leur donnent trop à faire pour leur permettre cela, » répondit-il. Je surveillais nos ennemis sur la route, avec inquiétude. Ils paraissaient plus nombreux.
Il faisait des signaux, car je vis un drapeau blanc s'agiter. Puis le brouillard nous engloutit encore une fois, et 10 mètres de vapeur limitèrent de nouveau notre horizon. « Attention !» criai-je. « Ils peuvent à tout moment essayer de nous prendre par surprise. Surveillez le bord du brouillard et tirez au premier signe. » Nous attendîmes pendant près d'une demi-heure dans cet étrange monde blanc. Les yeux nous piquaient à force de regarder fixement devant nous. Le bruit des canons s'était tu et tout était d'une tranquillité mortelle. Et le cri de Blankiron, lorsqu'il heurta sa jambe blessée contre un rocher, nous fit tressaillir. Alors, une voix perça le brouillard. C'était une voix de femme, claire, pénétrante, mais douce. Elle parlait une langue qui m'était inconnue, mais Sandy la comprit. Il fit un mouvement brusque, comme pour parer un coup. La femme apparut sur le glacis, à quelques mètres de nous. Le premier visage qu'elle aperçut fut le mien. « Je viens vous proposer des conditions, dit-elle en anglais. Me permettez-vous d'entrer ?» Je soulevai ma casquette en murmurant. « Oui, madame. » Que pouvais-je faire d'autre ? Accolée au parapet, Blankiron se mit à jurer furieusement à voix basse. Elle escalada le kranz et franchit le rebord, légère comme une biche. Elle portait des vêtements bizarres, des bottes éperonnées et des culottes sur lesquelles retombait une courte jupe verte. Elle était coiffée d'une toque ornée d'un bijou et une mante d'une grosse étoffe campagnarde était rejetée sur ses épaules. Elle portait des gantelets et tenait une cravache. Les cristaux du brouillard scintillaient dans ses cheveux et une couche de brume argentée recouvrait ses vêtements. Jusqu'ici, je ne l'avais jamais trouvée belle. Étrange, bizarre, surprenante, si vous voulez, mais belle, non. Elle n'était pas assez humaine pour cela. Pourtant, debout devant nous, le teint avivé, les yeux brillants comme des étoiles, posée comme un oiseau sauvage, je dois avouer qu'elle possédait une beauté particulière. Elle était peut-être diabolique, mais ce n'en était pas moins une reine. Je me dis qu'il y aurait peut-être de la gloire à entrer à ses côtés à Jérusalem. Sandy demeurait rigide, le visage grave et tendu. Elle lui tendit les 2 mains, lui parlant très doucement en turc. Je remarquai que les 6 compagnons s'étaient éclipsés et s'étaient cachés du côté le plus éloigné du castrol. Je ne sais ce qu'elle lui dit, mais d'après son ton, et surtout d'après ses yeux, je compris qu'elle l'implorait de revenir, qu'elle le suppliait de s'associer à elle pour une grande aventure. Elle implorait peut-être son amour, que sais-je. L'expression de Sandy était pareille à celle d'un masque mortuaire, les sourcils froncés et la mâchoire rigide. « Madame, lui répondit-il, je vous prie de nous dire au plus vite ce qui vous amène, et de le dire en anglais. Il faut que mes amis vous entendent aussi bien que moi. »« Vos amis !» s'écria-t-elle. « Un prince a-t-il rien de commun avec de pareils mercenaires ? Ce sont vos esclaves, peut-être. Ce ne sont pas vos amis. »« Mes amis !» répéta Sandy fermement. « Vous devez savoir, madame, que je suis un officier de l'armée anglaise. » Ces mots lui portèrent sans aucun doute un coup direct. Dieu sait quelle origine elle prêtait à Sandy, mais elle n'avait certainement jamais envisagé pareille possibilité. Ses yeux se dilatèrent et devinrent plus brillants, ses lèvres s'ouvrirent comme pour parler, mais la voix lui manqua. Elle se ressaisit par un effort, et toute l'ardeur et la vie s'éteignirent dans ce visage étrange qui ressembla de nouveau au masque redoutable que j'avais d'abord connu. « Et ces autres ? Qui sont-ils ? » demanda-t-elle d'une voix monotone. « L'un est un de mes frères d'armes. Nous sommes tous 2 officiers dans le même régiment. L'autre est un ami américain. Mais nous poursuivons tous 3 la même mission. Nous sommes venus en Orient afin d'anéantir Manteau Vert et votre ambition maudite. Vous avez vous-même détruit les prophètes. À votre tour de disparaître. Ne vous y trompez pas, madame, cette folie est terminée. Je vais déchirer ce vêtement sacré en 1000 lambeaux que je jetterai au vent. Le peuple attend aujourd'hui même la révélation qui ne viendra pas. Tuez-nous, si vous le pouvez. Nous aurons du moins anéanti un mensonge et servi notre pays. Je n'aurais pas détourné mon regard du visage de Hilda von Einem pour une rançon de roi. J'ai déjà dit que c'était une reine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Elle avait l'âme d'un conquérant, car elle ne trahit aucun signe de faiblesse ni de déception.
L'orgueil et la plus digne résolution brillaient dans ses yeux. « J'ai dit que je venais vous offrir des conditions. Je vous les offre encore, bien qu'elles soient autres que je ne croyais. Écoutez, je renverrai le gros Américain sain et sauf dans son pays. Je ne fais pas la guerre à des êtres comme lui. Il est l'ennemi de l'Allemagne et non le mien. Mais vous, ajouta-t-elle en se tournant farouchement vers moi, vous serez pendu avant le crépuscule. » Je n'ai jamais de ma vie éprouvé pareille satisfaction. Je tenais enfin ma revanche. Cette femme m'avait choisi parmi tous les autres pour être l'objet de sa haine, et je l'aimais presque pour cela. Elle se tourna ensuite vers Sandy, et toute la férocité de son visage s'éteignit. « Vous cherchez la vérité, lui dit-elle. Moi aussi. Et si nous nous servons d'un mensonge, ce n'est qu'afin de renverser un mensonge encore plus grand. Vous appartenez à ma demeure par l'esprit, et vous seul, de tous les hommes que j'ai vus, êtes digne de m'accompagner dans ma mission. L'Allemagne faillira peut-être, mais moi, je ne faillirai pas. Je vous offre la carrière la plus belle qu'aucun mortel ait jamais connue. Je vous offre une tâche qui exige tout votre cerveau, toute votre force et tout votre courage. Refusez-vous cette destinée ? » Je ne sais quel effet ces paroles eussent produit dans des salles surchauffées et parfumées ou dans la langueur d'un riche jardin. Mais, prononcées sur cette colline glacée, elles parurent aussi irréelles que le brouillard qui nous entourait. Elles ne faisaient aucune impression, elles étaient tout simplement déraisonnables. « Je resterai avec mes amis, » répondit Sandy. « Alors, je vous offre encore davantage. Je sauverai vos amis. Ils partageront mon triomphe. » Blencaron ne put en entendre davantage. Il se dressa pour formuler la protestation que ces paroles faisaient jaillir de son âme, mais il oublia sa blessure et retomba à terre avec un gémissement. Elle parut implorer Sandy une dernière fois. Elle lui parla en turc, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle lui dit. Mais je devinai que c'était la requête d'une femme à son amant. Elle était redevenue la fière beauté, mais son orgueil contenait comme un gémissement. J'allais presque écrire une tendresse. J'eus l'impression de commettre la plus odieuse indiscrétion en l'écoutant ainsi. Il me semblait que nous surprenions quelque chose de pitoyable. Je me sentis rougir, et Blencaron détourna la tête. Sandy ne broncha pas. Il lui répondit en anglais. « Vous ne pouvez rien m'offrir que je désire. Je suis le serviteur de mon pays. Ses ennemis sont les miens. Je ne puis rien avoir de commun avec vous. Voilà ma réponse, Madame von Einem. » Alors, elle perdit tout son empire sur elle-même. On eût dit une digue se brisant sous la pression d'une masse d'eau glacée. Arrachant un de ses gantelets, elle le lui lança en plein visage, et ses yeux exprimaient une haine implacable. « Je n'ai plus que faire de vous !» s'écria-t-elle. « Vous me méprisez, mais sachez que ce mépris creuse votre propre tombe. » Elle bondit sur le parapet, et l'instant d'après, elle atteignit le glacis. Le brouillard s'était une fois de plus dissipé, et de l'autre côté du vallon, je remarquai une batterie et des artilleurs qui n'étaient pas turcs. Elle leur fit un signe de la main et descendit le coteau en courant. À ce moment, je perçus le sifflement d'un obus russe à longue portée. Le choc sourd d'un éclatement se répercuta parmi les rochers et une gerbe de terre rouge s'épanouit en l'air. Cela se passa en un instant. Je vis les artilleurs sur la route nous montrer du doigt et je les entendis crier. J'entendis également une espèce de sanglot de Blencaron avant de me rendre compte de ce qui était arrivé. Puis j'aperçus Sandy qui était déjà au-delà du glacis et qui dévalait la pente par grands bonds. Les Turcs tiraient sur lui, mais il ne s'en préoccupait pas. Je le perdis de vue l'espace d'une seconde et sa direction fut marquée par une grêle de balles. Il revint ensuite, remontant lentement la pente. Il portait quelque chose dans ses bras. L'ennemi ne tirait plus, comprenant ce qui s'était passé. Sandy déposa son fardeau doucement dans un coin du castrol. La toque était tombée, et les cheveux de Hilda von Einem se déroulaient autour de son visage très blanc, mais qui ne portait nulle trace de blessure ni de meurtrissure.
J'entendis Sandy me dire. Elle a été tuée sur le coup, le dos brisé par un éclat d'obus. Il nous faut l'enterrer ici, Dick. Vous comprenez. Je crois qu'elle m'aimait à sa manière. C'est tout ce que je puis faire pour elle. Nous dîmes aux compagnons de monter la garde. Puis nous creusâmes une tombe peu profonde, avec une lenteur infinie, nous servant de nos couteaux et de nos doigts. Lorsqu'elle fut prête, nous recouvrîmes le visage de la morte du manteau de toile que Sandy avait porté dans la matinée, puis il souleva le corps et le posa doucement dans la tombe. « Je ne savais pas que rien puisse être aussi léger, » dit-il. Je n'avais pas à être témoin d'une scène pareille. Muni des jumelles de Blanquerolles, je m'accoudais au parapet et j'observais nos amis sur la route. Il ne se trouvait aucun Turc parmi eux, et j'en devinais la raison. Il ne serait guère facile de faire marcher des hommes de l'islam contre le porteur de l'éphod vert. Nos ennemis étaient allemands ou autrichiens, et ils possédaient une pièce de campagne qui semblait braquée sur notre fort. Ils paraissaient attendre. Tout à coup, je crus reconnaître une silhouette massive. Sturm était venu assister à l'anéantissement de ses ennemis. Je remarquai vers l'est un autre canon dans les champs au-dessous de la grande route. Il nous tenait de flanc. Il n'y avait pas moyen de leur échapper. Hilda von Einem allait avoir un noble bûcher et une bonne escorte pour l'accompagner dans son sombre voyage. Le crépuscule tombait, un crépuscule clair et brillant piqué d'étoiles au chatoiement d'émeraude. Tout autour de l'horizon, l'artillerie tonnait et j'aperçus la fumée et la poussière d'un bombardement furieux du côté du fort Palantuken. On eût dit que les canons des autres forts s'étaient rapprochés. Dave Boyun était caché par une colline, mais là-bas, vers le nord, des nuages blancs pareils aux étendards de la nuit se tenaient suspendus au-dessus de la vallée de l'Euphrate. Tout le firmament bourdonnait et résonnait comme une corde tendue qu'on vient de frapper. Et, comme je regardais, le canon de Sturm fit feu. La marmite éclata à 10 mètres sur notre droite. Un instant plus tard, un deuxième obus tomba un peu au-delà du castrol. Blanquerolles s'était traîné jusqu'au parapet. Il n'avait jamais été bombardé auparavant, mais son visage révélait plutôt de la curiosité que de la crainte. « Mauvais tir !» déclara-t-il. « Au contraire, ils savent ce qu'ils font. » À peine avais-je prononcé ces paroles qu'un obus tomba en plein sur nous. Il atteignit le rebord du castrol et brisa le rocher, mais éclata presque entièrement dehors. Nous fîmes tous un plongeon et personne ne s'en trouva plus mal, à part quelques égratignures sans importance. La tombe de Hilda von Einem fut couverte de débris. Je hissai Blanquerolles par-dessus le parapet. Je criai aux autres de nous suivre, ayant l'intention de nous mettre à couvert du côté de la colline. Mais dès que nous nous montrâmes, des balles sifflèrent, venant de plusieurs centaines de mètres devant nous. Il fut facile de comprendre ce qui se passait. On avait envoyé des tirailleurs nous attaquer par derrière. Tant que nous resterions dans le castrol, ils ne nous attaqueraient pas. Mais ils nous empêcheraient coûte que coûte d'en sortir pour trouver un autre refuge. Sturm et son canon nous avaient à leur merci. Nous nous accroupîmes de nouveau sous le parapet. « Autant jouer à pile ou face, dis-je. Il n'y a que 2 partis à prendre. Ou rester ici et être bombardé, ou essayer de franchir la ligne de ces tirailleurs. Les risques sont égaux. » Mais je savais qu'il n'y avait nul choix, car Blanquerolles était blessé, et nous ne pouvions quitter le castrol.